Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de devenir propriétaire. Vous savez, les banques ne vous prêtent pas de l'argent si le remboursement du prêt absorbe plus que 30% de vos revenus. Structurellement, vous avez là un obstacle. Par ailleurs, le prix de l'acquisitif s'est emballé sur ces 10 dernières années avec quasiment un doublement des valeurs, ce qui évince de facto les personnes non seulement démunies de l'accès à la propriété, mais même les ressortissants de la classe moyenne, en quelque sorte. Dans le parc privé, là, il n'y a aucune régulation des loyers en Belgique, et donc les tarifs sont assez élevés. La Wallonie possède que 8% de logements publics, et en parallèle, 30 000 demandes d'accès à un logement public en location. Et donc, il y a tout d'abord ça. Les sociétés de logement doivent pouvoir répondre à un réel besoin de la population d'accéder à un logement locatif. Le système de construction-vente qui a été jusqu'ici réalisé en Wallonie par beaucoup de sociétés de logement ou la Société wallonne, chaque fois s'inscrit dans une opération où on construit, qu'on vend le bâti à son coût de revient et le terrain au prix du marché de l'époque, mais dans les conditions qui aujourd'hui sont en place, après 10 ou 15 ans, la personne, l'acquéreur n'est plus obligé de l'occuper, peut le louer ou alors le revendre au prix du marché. Et on se rend compte que les plus-values parfois peuvent être très importantes, et donc on est vraiment dans un système où l'implication du pouvoir public est récupérée financièrement par un seul acquéreur et ne profitera plus à un prochain. Et donc c'est un peu sans fin. Et l'idée est de dire que non seulement ce système-là est sans fin, mais en plus ça va pousser en quelque sorte le marché acquisitif, ça va tirer les prix vers le haut. Or, l'idée ici avec le CLT est que les acheteurs successifs puissent toujours bénéficier d'un tarif abordable. Le CLT se distingue par une triple caractéristique tout à fait intéressante. La première, c'est le principe de la séparation de la propriété du sol et du bâtiment. Le second principe, c'est le principe de l'accessibilité financière des logements acquisitifs. Et le troisième principe, c'est la participation, c'est la gouvernance, la cogestion. Si je prends le premier principe, c'est évidemment la question du foncier qui est primordiale. Le foncier, il est rare et il est encore plus rare en milieu urbain. Et donc, on s'est demandé comment faire pour les pouvoirs publics parvenir à garder une maîtrise de ce foncier, parce qu'à un moment donné, les réserves seront épuisées et les pouvoirs publics auront du mal alors à réinjecter ce foncier dans le marché. Et l'idée, donc, est de dire que le CLT reste ad vitam propriétaire du terrain et ne concède, entre guillemets, qu'un droit réel démembré sur ce terrain, que ce soit un droit d'amphithéose ou un droit de superficie, qu'importe. Mais ce qui est important de voir, c'est que le CLT, donc l'ASBL subsidié par les pouvoirs publics et par extension, quelque part, les pouvoirs publics eux-mêmes, donc le CLT ne perdra jamais la maîtrise du foncier et pourra aider d'autres personnes à l'avenir, et ce terrain ne sera pas perdu. Le deuxième principe tout à fait novateur du CLT, c'est l'accessibilité financière aux logements acquisitifs ou locatifs d'ailleurs. L'idée ici avec le CLT est que les acheteurs successifs puissent toujours bénéficier d'un tarif abordable, et ça, c'est possible grâce au CLT avec le mécanisme de la ristourne de la majorité de la plus-value dans le giron du CLT. L'argent va être réinjecté pour diminuer le prix de revente, de sorte que le nouvel acheteur bénéficiera à son tour d'un tarif réduit, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième principe tout à fait fondateur du CLT. Quant au troisième principe fondateur, je l'ai dit, c'est la participation, la cogestion, la gouvernance. Le CLT essaye de travailler aussi cet aspect-là. Comment ? Eh bien, en incluant dès le début les riverains, les habitants et les pouvoirs publics au sein d'un comité de direction qui va ensemble décider du devenir du CLT, et chacun aura l'occasion de donner son avis. Et c'est pour ça qu'on va, grâce à ça, obtenir des projets équilibrés, pas trop lourds, des projets qui sont également mixtes, non seulement mixtes au niveau du public résidentiel, mais aussi mixtes en termes de fonctions. On aura des commerces, on aura des équipements collectifs à côté du logement. Et donc,
on a un développement co-géré et donc beaucoup plus harmonieux. Et on remarque d'ailleurs, l'expérience montre que les CLT s'intègrent extrêmement bien dans leur environnement. Ils participent vraiment à la vie de quartier, voire stimulent cette vie de quartier. C'est un peu fortuitement que notre attention a été attirée sur ce dispositif. C'était à l'occasion de la crise américaine des subprimes, où, on le sait, quantité de propriétaires ont vu leurs biens saisis par les prêteurs hypothécaires, par les banques. Et on a vu aux États-Unis qu'il subsistait des poches des villes qui n'avaient pas été touchées par cette vague de saisie. Alors en Europe, on s'est demandé quelles étaient les raisons du succès de ces CLT. Et c'est ainsi que l'idée a germé ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. The schemes in the National Demonstration Project, they've all come to, if you like, building homes, but they've all had quite a difficult transition from the concept and the idea through to the practical reality. The issue is that if you're starting something from scratch and it's outside the normal way of doing things, it tends to attract a lot of doubters. It's also very difficult to raise money. But in the end, through the tenacity of individual trustees, like here in Holsworthy, all the communities were able, in the end, to build homes in their particular community. And what that has done, it's given a track record which other communities can look to build on. So now there's probably 100 rural communities in England which are developing the CLT model, like here in Holsworthy. When we started out, there were about 50 CLTs, and that was mainly due to the success of the demonstration project that you mentioned at the beginning. There are now 160, and in the last year, we've seen on average one new CLT form every week. So we kind of have two main roles. We support CLTs by providing generic advice and support and resources. So we have the CLT handbook. We have some model policies and practices and best practice examples. And then we also, as I said, we run the CLT fund. So we provide setup grants for CLTs to then buy in technical assistance to set themselves up as organisations, so to incorporate, and then develop as organisations, so to business plan, etc. We also promote CLTs, so we do a lot of lobbying. That's one of our main functions. Our role is really very much complemented and supported by what's the work of CLT umbrellas, they're called. And there are 7 so far across the country. They're mostly in the southwest, but there's another one in the east of England, another in the northwest, for example. And they provide much of the one-to-one support, the technical support to the individual CLTs in their county or in the region, for example. And we work really closely with them. I think that it's probably over the last 5 to 7 years or so that the CLT movement in the UK has really started to take off. Of the new CLTs who started in the last year or so, probably about a quarter of those have been in cities, and probably about a quarter have been addressing, rather than the kind of idyllic countryside picture of high house prices and young people who can't afford to stay, have actually been right at the other end of the scale, addressing problems of urban deprivation and people excluded more over the course of their whole lifetimes from having a wealthy and economically prosperous area in which to live. And people have really started taking hold of this model of doing it together, doing it for ourselves, and making it work and making affordable housing and good quality community assets and so on a big part of what they want to see in their local area, whether it's rural, urban, rich or poor. L'origine de l'idée, ça a été de notre réflexion par rapport à la façon dont les terrains publics étaient développés par les municipalités ou les acteurs publics en Angleterre.
Maintenant, le problème, c'est le long terme. C'est comment peut-on capturer cet influx économique pour le bénéfice de la communauté existante. Un quartier pauvre dans lequel il y a un investissement financier qui va apporter de l'emploi, de l'éducation, de la santé, c'est un aspect positif. Maintenant, si cette gentrification impose un exil financier des populations existantes, il y a un problème. Il fallait qu'on arrive à balancer le fait de deux choses. D'une part, l'entreprise, et d'autre part, la représentation démocratique de la communauté au sein de cette entreprise. Donc on a vendu des actions de 1 livre qui permettaient de devenir membre de Brixton Green, qui est une mutuelle dans laquelle chaque membre a un droit de vote qui n'est pas lié au nombre d'actions qu'il a, mais par rapport à la personne. Donc une personne, un vote. 6 ans après, on est toujours là. On les a engagés, ils sont engagés dans le projet, mais tout ça a été, pour la plupart, des idées qui sont venues de nos discussions avec ces gens. On a fait beaucoup de workshops, on a eu des soirées, des journées où on a invité les gens à venir, mais toujours d'une manière très dynamique et surtout d'écouter les gens. So the site was an old hospital site. It was built in the late 1800s, early 1900s, and it was a hospital for years. It was originally closed in the early 90s. I think the CLT will really become a bridge between the community that exists here in the neighborhood now and the new community that will arise on the site. So in the show homes, they've got the artwork on the walls is from local artists. We've got some pieces from a local photographer. The children from the local primary school who visited the site did a whole module about building. They did drawings and wrote stories about what they learned, and we've got those on display in the show homes as well. So it's a way of trying to connect those threads to the new homes. So from the history of the hospital through the building process to the show homes to the community that will grow here once people start moving in. We've made a lot of mistakes where the form of tenure was all rented, and particularly if you then let them all at the same time as well. So one of the positive aspects, many positive aspects about this scheme, is the 3 forms of tenure. That's freehold ownership, where you buy the house and own it outright, shared equity or shared ownership, where you can own part of it and pay rent on the remainder, and affordable rent, so that's social rent, where you're basically paying a rental and you never own it. And so what we have here is what we call a pepper-potted scheme, where there will be next door you could have freehold, the next house could be shared ownership, the next house could be affordable. And that's different through the scheme like that, shared like that through the scheme. And the idea is that you could not tell from how the houses look. Okay, so welcome to Bridge Rural, a village between Holsworthy and Bude. And here are the 4 houses that are affordable for local people that Homes for Holsworthy have provided. It's on the site of a redundant farmyard where the landowner, the farmer, obtained planning permission for 5 open market sites in return for providing the 4 sites for affordable housing. It's hard to get on the property ladder anyway, and especially to find a house where you've grown up, that's even more harder. So it's quite important to stay local. Yeah, that's what makes the difference. When you're in a rented accommodation, you can't just decorate any rooms that you want to. So it's handy when you have your own place to be able to decorate for your children and if you have babies or people coming over to stay, to just have the freedom to just put your own mark on your own place, really.
because our problem here in Holsworthy is prices are high, because a lot of people have moved into the area, retirees wanting a better standard of living than the city and that sort of thing. And that's pushed prices up, and wages here are very low. Torridge District, which Holsworthy is in, has the lowest wages in the country. When I tell you that the average price of a house is £500,000, and the reason it is so high is because of second home ownership. So if you're only earning £20,000 or £30,000 a year, what hope have you got? I would argue that the state in Britain is not likely to produce much more housing in communities such as this. Therefore, we have to go back to our own ability to create a balanced community. And that's what drives a lot of community land trusts. They're looking at what they need in their own community. They're looking to say, well, the state's not going to provide it, we can help provide it, and therefore the land trust is a creation of a mechanism to enable people to fulfil their own ambitions for their own community. So we set up the company in 2005, and here we are in 2013, and to date we have 15 properties that we've provided. Our ambition is to build up to 50, and then the incomes, we collect an annual administration charge from those properties, and once we're up to 50, having those 50 annual fees coming in will enable the trust to be self-sustaining to fund our part-time administrator coordinator, because all the trustees are volunteers. We're not paid, but we have a part-time administrator coordinator who brings it all together and makes sure that we do what we need to do. Une fraction de la plus-value, certes, la majeure partie d'ailleurs, est réinjectée pour faire baisser le prix de revente du bien, mais une plus petite part de cette plus-value doit évidemment être réinjectée dans le fonctionnement interne du CLT. Et donc là, il y a un vrai business plan à élaborer. Le modèle américain, c'est 6%. 6% de la plus-value sert aux frais de fonctionnement du CLT et ça semble être suffisant pour assurer la pérennité du CLT. Un CLT public, pour moi, c'est un CLT dans lequel différents pouvoirs publics, communes, CPS, régions, sociétés de logement ou autres organismes parapublics, vont s'investir d'une manière ou d'une autre, et pour diminuer finalement le coût de construction et donc le coût d'acquisition, vont devoir s'investir en mettant à disposition gratuitement du terrain, en donnant des financements pour monter le projet, pour monter des études, ou pour acheter également du terrain. Donc le but d'un CLT public, c'est évidemment d'arriver à des coûts plus bas que le prix du marché, et donc il faut trouver une série de dispositions, dont des subsides ou des aides au montage du projet. But increasingly, community land trusts are not just providing roofs over people's heads, but they're providing community facilities, workspace, and potentially also things like community shops. So that in Livennet in Cumbria, for example, the CLT started with affordable housing, it's taken over the pub, and it's now going to run a shop in the pub. At High Bickington in North Devon, they've got a community centre, a community woodland, they've got place for a health centre. So it's actually about creating, if you like, not just affordable homes, but community assets owned by the community for the long term. So already we're starting as a community land trust to try and engage other members of the community into this place. Everyone who moves here will be a member of, can become a member of the community land trust. And once that happens, of course, we will have a bigger membership and people may want to come onto the board and, become involved. And then we've got new ideas. But of course, the Community Land Trust is not only involved with this project. The beauty of it is that Cassius Green Community Land Trust can go on because of the way it's set up, the organisational construct of a community land trust. It's not about just this. It's about maybe we are going to see other places around this area where there needs development. Maybe there will be a bit of woodland we can develop for people to enjoy, or
some other affordable housing in another area. Ce qu'on devra tester pour y arriver, c'est clairement le côté participatif et pas simplement consultatif, où ça on a davantage l'habitude pour des grands projets, pour que le côté urbanisme soit accepté par les voisins, les riverains, la commune, fonctionnaires délégués et autres. Ici, c'est carrément demander qu'ils participent eux-mêmes, et pas seulement à côté, mais avec, en même temps que la société de logement. This will only work, and my advice to people in Belgium and anywhere else, if you've actually got enough people on the ground who actually want to spend time and effort in doing it. In the United Kingdom, the first stage is to form a charity or industrial and providence society, and that provides the glue to bring a group of people together who want to do it. They then act as client, working with local government, working with housing associations and professionals. But without the individuals as the glue, I don't think it will work. So my advice is find the individuals that want to step up to the plate and do it, and work with them. Le projet Autoconstruire son habitat est un projet qui est porté conjointement par 2 associations de l'économie sociale. Relogec, qui est une association de promotion du logement, et donc en tant que tel, nous sommes opérateurs immobiliers social assimilés. Et l'EFT Quelque chose à faire, qui est une entreprise de formation par le travail, et donc qui accompagne dans la formation. Alors l'idée, c'était d'utiliser un terrain que Quelque chose à faire a reçu en don et de le mettre à disposition de 4 familles qui puissent autoconstruire leur maison basse énergie 3 chambres. L'idée, c'était vraiment de faire aussi à la fois un logement, de permettre qu'il ne soit pas cher, puisque pour 80 000 €, on aura sa maison, et de pouvoir faire un parcours d'insertion socio-professionnelle, puisqu'ils vont apprendre le métier de la construction, de l'éco-construction en plus. Et donc l'idée du CLT, elle est vraiment venue en se disant que si on donnait le droit sur le terrain, ben ce terrain ne servirait qu'à ces 4 familles, ne servirait plus jamais à d'autres familles. Alogi est une fondation privée qui a émergé à partir de la rencontre entre des patients, des soignants et des proches de ces patients. La maladie psychiatrique vient freiner l'autonomisation de la personne et en quelque sorte elle vient rendre plus difficile l'accès au logement et l'accès au travail. Il est donc nécessaire que la société puisse prévoir des conditions d'accès facilitantes au logement. Alors, le Community Land Trust permet notamment à ces personnes d'avoir plus facilement accès au logement, mais aux proches aussi de ces patients, d'être rassurés sur l'accessibilité possible de leurs proches à un logement pérenne. Et ça montre bien qu'il n'existe pas de formule CLT au singulier. Non, il y a autant de modèles que de CLT. Et c'est ça l'extraordinaire richesse de ce mode d'habitat. C'est que c'est un mode d'habitat qui va véritablement germer dans la créativité de la société civile ou d'acteurs publics un petit peu performants et novateurs. Et à la fois, il y a une absence de cadre, mais c'est cette absence de cadre qui est la plus à même de répondre à des besoins de logement qui sont eux-mêmes différenciés et qui appellent donc des réponses ponctuelles. Et en fonction des régions, en fonction des villes, les CLT pourront être bâtis différemment parce que les besoins en logement seront eux-mêmes différents. C'est important le principe du CLT, surtout pour le logement social, puisqu'on dispose de subsides publics pour réaliser des logements, mais à terme, souvent ce qui se passe, c'est quand le bâti est vieillissant, on revend ce patrimoine qui retourne en fait dans la spéculation immobilière. Le CLT permet de garder la mainmise sociale sur le terrain, mais en même temps de pouvoir revendre le bâti. Et donc on a à la fois de l'argent frais, mais à la fois on garde la mainmise sur le terrain et donc on sort de la spéculation immobilière.